Madame, monsieur, bonjour. C'est reparti pour une nouvelle saison du Geste du Mois. On en parlera un petit peu plus tard, mais on va fêter les 20 ans du Geste du Mois très bientôt. Alors j'espère que vous avez passé un bel été au jardin. C'est vrai qu'il a fait un peu chaud. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de retrouver quelqu'un qu'on commence à connaître dans l'émission. Il s'appelle Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Roland. Alors rappelez-vous, on a fait sa connaissance ici à Franières au sein de son potager au mois de mai. On l'a retrouvé au mois de juin. On l'a laissé un peu tranquille durant les mois de juillet et les mois d'août, mais à mon avis, il va nous dire quand même qu'il n'a pas chômé. Mais la première question que j'ai envie de te poser, Olivier, comment s'est passé l'été ici au potager, puisqu'il a quand même fait très chaud? Oui, voilà, c'est plus un été pour touristes qu'un été pour les potagers. Ouais. Mais bon, voilà, on a bien paillé, on a bien travaillé et on a eu beaucoup d'humus. Et donc, Oui. je veux dire, le sol, malgré qu'il est pauvre, s'enrichit d'année en année. Ouais. Et donc, Et à c'est garder que un certain bénéfice. taux d'humidité D'humidité, avec le paillage. Alors on voit devant nous que finalement ça a bien profité, puisque, allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ce sont des choux Voilà, verts, donc, non, voilà, des choux là, blancs? il y a déjà des endives qui vont être bonnes à récolter, qui vont laisser la place aux choux pour pouvoir se développer. Ça, c'est Légumes aussi ta d'automne. technique, hein. Voilà. C'est d'alterner comme ça différents légumes, un qui arrive plus vite à maturité que l'autre, qui va laisser de la Voilà, place. tout à fait. Et C'est- finalement, voilà. sur très peu d'espace, finalement, tu as du rendement. On hein. a du rendement, on a une succession de cultures. Ouais. La culture laisse place avant la fin d'une autre culture. On le voit Et là, donc, tu as voilà. déjà tes poireaux d'hiver, mais juste Voilà. derrière, tu as quoi, des De scaroles? nouveau des scéroles qui vont Puis être de consommées. nouveau des poireaux. Voilà, voilà, tout à fait. Et Voilà. puis encore autre chose. Alors, ok, pas trop d'eau en été, puisque finalement le paillage était bien fait, mais je vois quand même que tu as des jeunes plants là-bas, donc je Voilà. suppose que tu as semé et tu as repiqué quand même plusieurs jeunes plants en été. Tu as quand Voilà. même besoin d'eau Là, là, non? donc, oui, là, évidemment, on n'arrête pas. Le potager, on sème, on plante presque toute l'année. En été, les journées sont très longues, donc arroser le soir pour avoir la fraîcheur et Mhm. pour pouvoir faciliter la reprise. Alors, tout à l'heure, eh bien, on va commencer à récolter quelques légumes. Dis-moi un petit peu, quelles ont été tes plus belles productions, j'ai envie de dire, cet été? Je vois qu'il y a déjà des haricots. Ça, je me souviens, ce sont les haricots qu'on a Qu'on a planté. plantés au mois de juin. Ils sont superbes. Voilà. hein. Donc, ouais, tout ce qui est haricot, ça a poussé tout seul. Ouais. Mais c'était un été de rêve pour les touristes et pour les plantes qui aiment bien la chaleur. Tomates, courgettes, Voilà, aubergines, potirons, voilà. plein. Ouais. Tomates en particulier, tu en as eu beaucoup. Oui, voilà, beaucoup de tomates. Ouais. Elles ont bien mûri, elles n'ont pas eu de maladie parce qu'il a fait sec. Voilà. Non, c'était une bonne année pour ça, oui. Et en fin d'émission, on va retrouver tes tomates parce que Cécile, ton Ah, épouse, On va faire le plein pour l'hiver, on va faire des conserves. voilà. Voilà. Et donc Cécile va nous donner une petite leçon de stérilisation. Et je crois qu'elle est dans la serre là pour le moment, Voilà. occupée à accueillir cette Voilà, elle est en train de les cueillir. Ok, le décor est planté. On va aller récolter différents légumes. Mais avant ça, écoutez, moi ce que je vous propose, on va retrouver Jean-Marie Pesseleux. Il va nous donner tous les petits conseils bien pratiques pour booster la pelouse avant l'hiver, qu'elle soit bien verte durant tout l'automne. Et puis on jettera bien sûr un petit coup d'œil sur le livre du mois qui est consacré aux jardiniers paresseux, puisqu'il s'intitule « Je ne jardine que le week-end ». Jean-Marie, une fois n'est pas coutume, je t'ai demandé de venir chez moi puisque je viens de crier une pelouse, enfin elle date du printemps dernier. Oh, ben, elle est neuve. Elle est neuve, mais justement j'ai quelques petits soucis parce que regarde, elle n'a pas la même densité partout, Non. elle n'a pas la même couleur, Effectivement. l'intensité verte partout. Et c'est dû à quoi ça, Jean-Marie? Eh bien, en fait, on voit vraiment que vu que c'est une nouvelle pelouse et qu'on a manipulé beaucoup de terre, Oui, ça c'est vrai. qu'on a des zones où la terre n'est pas la même, où il y a des mélanges de sortes de terres différentes. D'abord, regarde ici, elle est très clairsemée Voilà. par rapport à là-bas où elle est vraiment dense. Oui. C'est quoi? C'est la nature de la terre? C'est une terre ici beaucoup plus argileuse, Ouais. imperméable, où Ouais. la graine a moins bien germé. Oui. Et c'est pour cela que tu as des zones vides, des trous entre les herbes, Mhm. où elle n'a pas pu bien germer, pas pu bien non plus s'étendre et se développer. Ça veut dire par là que j'aurais dû peut-être, à ces endroits, mélanger mon argile avec des matières organiques pour enrichir le sol? Ça aurait été l'idéal, même Ouais. pour l'ensemble de la pelouse, ça n'aurait Ouais. fait que du bien. Tu aurais eu une herbe beaucoup plus dense, beaucoup plus verte et beaucoup plus fournie. Ouais, rassure-moi, on va pouvoir On va corriger ça. corriger ouais, tout à fait. ça. Et le mois de septembre est un mois idéal pour justement corriger Oui, c'est et vraiment renourrir la pelouse. meilleure période pour semer, pour ceux qui Ouais. veulent semer, mais également pour corriger des gazons, parce que c'est une période
qui normalement en septembre est humide, où la terre est encore relativement chaude et où on va pouvoir intervenir pour faire repartir une pelouse et vraiment passer un hiver avec un gazon bien vert. Selon l'expression consacrée, on va nourrir la pelouse, c'est ça? Oui, pas seulement nourrir la pelouse, mais nourrir d'abord le sol, car c'est quand même le sol qui fait pousser l'herbe, et puis ensuite nourrir l'herbe, pour qu'elle puisse bien se développer. Jean-Marie, c'est avec ça que tu comptes rebooster ma pelouse? Oui, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? c'est un engrais organique qui est composé de différentes matières, comme du cacao, de la vinasse de betterave, de la poudre d'os. Tous des éléments naturels finalement. Voilà. Ça, c'est fait pour me plaire, ça. Ce sont des éléments qui vont se mélanger à ta terre pour justement augmenter le taux de matière organique et aussi en même temps la vie du sol, qui va permettre au sol de s'aérer, de pouvoir mieux libérer les engrais que ces matières organiques vont libérer, comme de l'azote par exemple. Ah, l'azote, ça c'est important. L'azote est important pour augmenter la croissance de l'herbe, mais aussi sa densité, pour remplir les espaces vides. Ah oui, parce que j'ai quand même quelques mauvaises herbes et un peu de mousse. Voilà, donc ça va les étouffer. Ça va permettre à l'herbe de vraiment combler tout et d'étouffer au maximum les éléments nuisibles, comme la mousse ou les mauvaises herbes. Mais en plus de la potasse qui va augmenter la résistance de l'herbe. Donc, ce n'est pas simplement d'avoir de l'herbe fine et fragile. L'herbe va devenir beaucoup plus solide avec de la potasse. Azote et potasse. Plus de la magnésie et du fer pour avoir une couleur bien verte, pour une meilleure photosynthèse. D'accord. Quelle quantité d'engrais? Généralement 20 kg pour 400 mètres carrés. Ok, tu as eu la gentillesse de m'apporter un épandeur, je vais m'en occuper tout de suite, mais je profite de ta présence chez moi, je t'emmène au potager, j'ai quelques petits conseils à te demander, entre autres pour mes poireaux. Viens, on y va. On y va tout de suite. Voilà Jean-Marie, je te présente mes poireaux d'hiver que j'ai repiqués il y a un peu plus de 3 semaines. Là, ils ont l'air d'être en bonne santé. Mais j'ai besoin d'un petit conseil parce que figure-toi que l'année dernière, je croyais aussi que mes poireaux étaient en bonne santé. Chaque fois que je venais en récolter, que je les lavais, eh bien, j'avais des tas de petits vers qui flottaient dans mon eau. C'était vraiment pas ragoûtant du tout. Malheureusement, c'est de plus en plus fréquent, mais on trouve cette mouche dans plus en plus de jardins. C'est une mouche. C'est une mouche, effectivement, qui pond ses œufs, qui donne naissance à des larves, qui minent les poireaux à l'intérieur. Bon, alors, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Je te signale tout de suite que si je fais un potager, c'est pour avoir des légumes naturels. Je n'ai pas vraiment envie de commencer avec des produits. Je comprends. Tu comprends? En fait, il y a des personnes qui utilisent des filets, mais malgré tout, on en retrouve parce que les insectes arrivent à passer par en dessous ou les insectes sont déjà présents dans le sol. D'accord. Alors, comme solution, j'ai un produit à base de spinosate. Le spinosate, c'est une toxine fabriquée naturellement par des bactéries présentes dans le sol. Ah bon, là, on est vraiment dans le naturel alors. Là. Oui, et donc cette toxine va tout simplement empêcher ces larves de se développer et tes poireaux vont rester propres. Et ce produit, on le pulvérise sur le feuillage des poireaux? On a deux solutions. On peut soit le pulvériser tout au long de la croissance des poireaux, mais on peut également l'arroser au pied, diluer dans l'eau, pour les protéger, simplement en libérant, si on peut dire, cette toxine fabriquée par des bactéries. Et là, tu me garantis que c'est tout à fait naturel. Et là, c'est vraiment naturel et tu peux manger tes poireaux directement après si tu veux. Regarde mes choux. Là, les choux verts, ils ont l'air parfaits. Par contre, mes choux de Bruxelles, là derrière, ils ont déjà eu quelques petites attaques de pierride. La pierrite, oui, ça j'ai entendu parler parce que durant l'été, j'ai vu quand même quelques petits papillons blancs. Voilà, avec des petites taches noires sur les ailes. Qui survolaient mes choux. Et voilà, ces papillons donnent naissance à des belles petites chenilles tigrées, jaunes et noires. Et c'est elles qui viennent manger mes feuilles. Voilà. Et donc, là, dès que quelque chose de naturel. Dès que tu en reverras, eh bien, n'hésite pas à intervenir directement avec un produit à base de pyrètre. Le pyrètre. Oui, qui est aussi un élément naturel, plante qui permet donc justement de détruire ces chenilles. Et là, c'est tout à fait naturel aussi. Et là, c'est naturel. On a généralement un délai de carence de 2 jours entre le traitement et la consommation, mais c'est un produit très propre. Bon, eh bien, justement, moi j'aime tout ce qui est très propre. Jean-Marie, je te remercie. Maintenant, je vais aller épandre mon engrais sur ma pelouse. Des bons travail. Alors. Et à mon avis, le mois prochain, tu vas retrouver Corinne. Eh bien, ça va? À la prochaine. Merci Jean-Marie, merci. Avoir un potager productif et un beau jardin d'agrément sans y assurer une présence régulière, c'est possible si vous suivez attentivement les conseils qui vous sont donnés dans « Je ne jardine que le week-end » paru chez Terre Vivante. Une seule condition pour y arriver, créer un jardin le plus naturel et autonome possible.
Les règles du jardin du dimanche sont simples. Observer avant d'agir et apprendre à laisser faire la nature. S'organiser, recycler les matériaux, moduler ses efforts et coopérer avec les voisins. Appliquer des techniques de base, mettre un sol en culture sans s'épuiser, composter et pailler. Et enfin, choisir les bonnes variétés de plantes. Il ne vous reste alors plus qu'à profiter d'un jardin gourmand, généreux et harmonieux. S'occuper d'un jardin, même seulement le week-end, est une activité salutaire, en particulier pour le citadin pressé, stressé et vivant généralement hors sol. Voilà Olivier, ça c'est déjà un premier résultat de tes récoltes. Les courgettes, là il faut faire attention hein, parce que des grosses courgettes c'est moins bon, j'ai envie de dire, en cuisine. Celle-ci, elle te convient? C'est le bon calibre, c'est le bon calibre. Plus on va cueillir les courgettes, plus elle va en faire de nouvelles. Si on laisse une seule courgette sur un plant, elle va grossir, grossir, grossir et se déprécier, faire des graines. C'est pas très très bon. Au plus on cueille, au plus on a de courgettes. Au plus on a de courgettes. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Alors, ce qui m'inquiète un peu sur tes plants de courgettes, Olivier, c'est ceci. Voilà. Ça, c'est un champignon. Voilà, c'est un champignon qui se développe en automne. Oui. Et donc, il faut essayer de limiter sa propagation en été. Mais en automne, je dis. Ça ne peut mal pour le restant de tes légumes? Voilà, non, chaque champignon a ses propres plantes. Et donc, ce qui se développe sur un plant de courgette ne va pas se développer sur d'autres légumes. Sur un poireau, non, voilà. Sur un poireau. Voilà. Les conditions sont les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes champignons. Ok, ça c'est rassurant. Alors ici à côté de nous, eh bien, on retrouve nos haricots. Voilà. Ils sont gigantesques. Voilà. Et ils sont un peu loin, j'ai envie de dire, non? Voilà. Là, on a manqué quelques récoltes. Et donc, pour ne pas les jeter... Tu es parti un peu en vacances. Voilà, on est parti en vacances, comme évidemment. tout le monde. Et donc, pour ne pas les gaspiller, on va les laisser sécher sur la plante. Et on va récolter les grains qu'on pourra manger, soit en soupe, soit en plat. Alors, des haricots, tu en as encore d'autres derrière. J'ai vu qu'il y en avait qui poussaient sur du maïs. Voilà, Ça, c'est intelligent, ça. Oui, le maïs sert de support et le haricot apporte l'azote au maïs. C'est une belle symbiose. Et ces haricots-là, c'est pour faire des tout gros haricots. Et là, je pense que c'est l'haricot pour la grosse soupe en hiver. D'accord. Et il y en a encore d'autres, j'ai vu. Et il y a encore des haricots nains. Je veux dire, il y a beaucoup de sortes. En fait, il faut savoir qu'en potager, il faut multiplier les variétés parce qu'une année, ce sera les tomates qui vont bien donner. Une autre année, ce sera les poireaux. Et donc, plus on multiplie, plus on diversifie, plus on a de la chance d'avoir une multitude de légumes. Et alors, petit exemple, ceux-ci, pour obtenir tes grains, tu vas encore les laisser longtemps sur pied? Voilà, mais tant qu'il fait bon, on peut les laisser sécher. Il faudra quand même les faire sécher. Donc ici, ils sont sur un tipi et donc ils vont être balayés par le vent, ils vont sécher naturellement. Ok, eh bien, écoute, on va continuer à se promener dans le potager, on va aller voir d'autres légumes, bien entendu. Mais avant ça, eh bien, moi, je vous propose de retrouver cette fois-ci Damien Barbieux. Il est allé à la rencontre d'un pépiniériste qui s'est spécialisé dans les plantes vivaces. Et il va vous expliquer comment diviser ce genre de plantes. Et puis après, on se retrouve ici au potager. Philippe, merci de nous accueillir dans ta pépinière. Avec plaisir. Tu as une spécialité? Oui, on a décidé il y a déjà à peu près maintenant 22 ans de cultiver nous-mêmes les plantes vivaces. On a la particularité de les cultiver en extérieur pour accroître leur rusticité et dans des conteneurs un petit peu plus gros qu'à l'habitude. Donc on ne travaille jamais dans des pots de 9 cm, on est au minimum dans un pot d'1 litre, 1,5 litre, voire 2 litres et parfois plus. Et on voit, elles sont superbes. L'avantage, c'est d'avoir une plante directement plus développée et une souche qui va s'installer beaucoup plus facilement dans le jardin des particuliers. Et alors, une plante vivace pour la multiplier, puisque c'est ton travail, tu fais des boutures, tu fais des semis? Très peu de boutures, on fait essentiellement de la division et par ce principe-là, on a automatiquement des plantes qui sont déjà plus âgées dans leur conteneur, donc elles vont déjà mieux résister aux éléments par la suite. Et c'est en ce moment en tout cas que nous faisons la période de multiplication puisqu'on travaille essentiellement pendant la période de végétation des plantes et c'est ce qu'on est occupé à faire maintenant dans les tunnels et si tu veux, je vais te montrer comment on procède. Okay. Voilà. 6 mois. Alors Philippe, qu'est-ce que tu as choisi comme vivace pour nous montrer cette division? Une des plus simples aujourd'hui, c'est un Trichirtis. Le nom ne dit peut-être pas grand-chose, mais c'est une plante assez facile de culture et surtout de division. D'accord. Donc le plus simple, c'est de te montrer comment je vais faire. Juste une chose, c'est de souligner la taille des pots que nous employons par rapport aux pots habituellement en vente dans le commerce. Donc on voit déjà qu'il y a une fameuse différence de quantité, donc une souche beaucoup plus importante. Elle tient bien, et surtout avec une
une souche de racine forte. Hein. Alors le plus simple, je vais vous prendre celle-ci pour avoir le plus facile pour montrer. Voilà comment on procède. On ressort la plante de son ancien conteneur et puis je cherche l'endroit où je peux passer le plus aisément pour couper la souche en autant de morceaux que nécessaire pour moi redémarrer ma production. Donc alors là, je recoupe les plants. Franchement, sans hésiter. Évidemment, un mauvais traitement pareil, ce n'est pas fini. On va encore enlever quelques vieilles racines du fond du pot. Le vieux terreau de surface avec les mauvaises herbes, bien entendu. Et puis recouper la plante en fonction de la quantité de racines que je lui ai laissées. Et on peut faire ça à quelle période? À toute période. Tant qu'on est en période de croissance, période végétative, la plante va tolérer ce travail parce qu'elle va refaire directement de nouvelles racines dès qu'elle est rempotée. Donc tu vas la rempoter maintenant? Et pour la rempoter, le plus simple, en général, un pot d'1 litre pour ce genre d'espèce, un terreau de qualité, bien tourbeux et bien aéré, hein, ça c'est très important. Sur le terreau. Non, parce que la plante doit vivre au moins 1 an dans son pot, donc pas question d'économiser sur la qualité. Voilà, une plante qui est légèrement tassée, c'est suffisant, elle est prête, elle va être arrosée, elle va passer maintenant une quinzaine de jours dans le tunnel, juste pour son temps d'acclimatation et qu'elle refasse un peu de racine, oui, c'est ça. Elle va repartir alors là maintenant en extérieur, en culture sur les bandes, à toute la saison, à toute intempérie. Donc maintenant, elle va commencer à s'endurcir et on la retrouvera au printemps, en tout cas au moins cette période-ci, au moins aussi forte que ceci, avec une seule petite plante. L'intérêt de démarrer avec une souche comme ceci qui est plus importante, on va voir directement la différence par rapport à une simple bouture qu'on ferait comme d'habitude. Oui, voilà, une simple bouture, c'est ceci, à mettre en enracinement et puis ça qui va être piqué dans un petit pot, vous imaginez la différence de taille de départ. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas photo. Et voilà. Ce qui est intéressant avec la division des plantes vivaces, c'est qu'on peut en offrir à un copain, à une copine. Elle peut s'offrir, voilà. Soit je te donne une ancienne, soit je te donne une nouvelle. Merci beaucoup Philippe, c'est gentil. Voilà. Olivier, autre légume qu'on va pouvoir commencer également à récolter, c'est nos pommes de terre. Et nos pommes de terre de conservation. Voilà, c'est la bonne saison. Alors, dis-moi un petit peu, comment reconnaît-on, sans se tromper, le moment idéal pour commencer à arracher les pommes de terre? Voilà, la période idéale ne va pas être à un jour très précis. Bien sûr. C'est des pommes de terre de conservation. Ouais. Et donc, la période est plus longue. Mais à partir de quand voilà. Je vois quand le feuillage est un peu fané. Voilà, c'est naissant, il va commencer à faner. Ouais. Et alors, surtout, c'est le coup de fourche qui va dire si elles sont mûres ou pas. Allez, vas-y. C'est-à-dire, on va dedans. Oui, et alors si elles ne tiennent plus, tu vois, si elles se détachent bien, c'est qu'elles sont presque mûres. Ah d'accord, ok. C'est quoi comme variété? Voilà, ce sont des pommes de terre Eden. Eden. C'est une pomme de terre qui est très résistante au mildiou et qui sera plutôt en utilisation. Ferme ou plutôt farineuse pour la purée? Légèrement farineuse, donc purée, croquette. D'accord. Tu les laisses sur la terre ressécher comme ressécher un petit peu, ressuyer. Ressuyer plutôt. Puis je les étends en cave pour me permettre de retirer les quelques patates qui pourraient pourrir. Okay. Oui, d'accord. Voilà, et après on met en caisse au frais. Et on met au frais et ça passe l'hiver. Voilà. Sans souci. Alors, on va s'occuper d'un autre légume. On va s'occuper de nos scaroles, de tes scaroles. Parce qu'il y a un peu de boulot là. Hein. Il y a un petit peu de boulot avant de récolter, effectivement. Allez, on y va. Allons-y. Elles sont belles tes scaroles, Olivier. Oui. Il est temps de les terminer, j'ai envie de dire. Voilà, avant de récolter les scaroles, on va les blanchir. Qu'est-ce que ça apporte le blanchiment de la scarole? On rappelle. Voilà, donc le fait de blanchir, c'est priver la scarole de lumière. Et donc, priver de lumière, pas de photosynthèse, elle va devenir blanche, plus tendre. Et elle va perdre de son amertume. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà, alors, première solution, on va prendre celle-ci, la première? Oui, voilà, prendre la première. On rassemble les feuilles. Hein. Le plus facile, voilà, tu rassembles les feuilles. Voilà, comme ceci. Et on met simplement une cloche. Voilà. Pour la mettre sans lumière, comme tu as dit. Voilà. Et on va laisser ça combien de jours? Voilà, entre 7-8 jours et 10 jours, pas plus. D'accord, donc ça veut dire qu'on ne blanchit pas toute ta ligne de scarole en une fois. On va y aller au fur et à mesure de ses besoins. Au fur et à mesure, voilà. Deuxième exemple, ici une scarole qui est un peu plus volumineuse. On peut la lier. On va rassembler les feuilles également. Voilà. Donc mais cette fois-ci, le bon vieux lien de raffia ou une corde. Voilà. Évidemment, pas de lumière non plus. Et on peut remettre au-dessus une cloche directement aussi qui va finir le travail. D'accord.
Et pour qu'il n'y ait pas d'humidité, on ne fait pas ça, Voilà. je pose le matin après l'arrosée. Voilà, ou- toujours après-midi quand la scarole est bien sèche. Ok, Olivier, il est temps pour moi de rejoindre Cécile en cuisine, puisque on va terminer cette émission avec une petite recette de conservation de tomates. Ok. Oui, oui. Avant ça, eh bien, on jette un petit coup d'œil sur notre concours. Soyez très attentifs. Vous voulez tenter votre chance? Rien de plus simple. Une carte postale ou un mail avec la bonne réponse et le cadeau qui vous ferait plaisir. Nos sponsors et la chance s'occupent du reste. La question, la voici. Pour quelle raison blanchit-on les scaroles? La société DCM a le plaisir de vous offrir plusieurs sacs d'engrais d'automne riches en potassium et en fer pour profiter d'une pelouse bien verte en cette arrière-saison et la préparer à passer l'hiver dans les meilleures conditions. La firme Edialux vous propose d'une part plusieurs flacons de Biopyrétrex, un insecticide à base de pyrètre naturel pour combattre les insectes ravageurs, et d'autre part plusieurs flacons de conserve, un traitement écologique efficace pour combattre de nombreux insectes responsables de ravages au verger et au potager tels que la mouche du poireau. Interforum Editis met en jeu plusieurs exemplaires du guide « Je ne jardine que le week-end » paru chez Terre Vivante. Si vous désirez vous lancer dans la stérilisation de vos légumes, la jardinerie Oliver à Ransart est heureuse de vous offrir un stérilisateur de la marque Weck. Et enfin, les éditions Weyrich vous offrent un abonnement annuel à l'Esprit Jardin, la revue de jardinage qui vous aidera à cultiver votre passion. Bonjour Cécile. Bonjour Roland. Alors si Olivier est au potager, Cécile elle est en cuisine finalement, vous vous complétez très bien. Possible. Alors on l'a dit, la saison très productive au niveau des légumes, surtout pour les tomates. Donc Cécile, toi tu conserves les tomates. C'est vrai qu'on peut les conserver au congélateur, mais toi tu préfères une méthode un peu plus ancienne qui est la stérilisation. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser moins d'énergie. Ouais. On va utiliser aujourd'hui l'énergie du stérilisateur. Ouais, et ouais. puis c'est terminé. On les conserve. Ouais. Et Toute puis c'est vrai l'année. que les tomates au congélateur, ça prend quand même beaucoup de place. Ça prend aussi, de la hein. place et ça a un peu moins de goût. Alors tu as commencé ce matin, tu as commencé par te rendre à la serre. Voilà, je suis allée à la serre cueillir mes tomates. Oui. Et puis je suis revenue en cuisine pour les nettoyer. Mhm. Donc on veille à les nettoyer soigneusement. C'est important. C'est important parce qu'il reste un petit peu de produits. On a dû à l'occasion traiter contre le mildiou. Oui, c'est vrai que la tomate est quand même fort sujette à ça. Voilà, et donc on évite les restes de produits sur les tomates, même Qui si sont, c'est des précisons-le quand même, des traitements biologiques. Ensuite, on va alors découper les tomates, Oui. on les met dans la marmite et à ce moment-là, on va les mettre sur le feu pendant 3/4 d'heure pour ma grosse marmite qui contient 6 kg de tomates. À mes tomates, j'ai ajouté quelques oignons, Bien sûr. un peu d'ail, du Donner persil, du du goût, thym, etc. du sel. Voilà, Voilà. etc. Et alors ça va cuire gentiment et ça va se transformer quoi? Les gens un petit peu en coulis, mais... Le but, disons, c'est qu'elles vont rendre l'eau. Oui. Et donc, comme ça, on va pouvoir récupérer le jus Ce et que le tu as coulis fait d'un ici. autre côté. Voilà. Alors avec Donc, ce jus ici, quoi, tu vas le mettre sur ces tomates-là, c'est ça? voilà. Donc, en somme, je mets mes tomates dans un chinois. Oui. Je récupère le jus qui Oui. va me servir pour faire des pots de tomates pelées. D'accord. Avec ce chinois, tu es arrivé à ce résultat-ci? Alors, après, je les passe dans un passe-vite et j'en fais du coulis. D'accord. Le coulis, je le remets sur le feu pendant 1/4 d'heure Mhm. pour permettre qu'il soit bien réduit. Et là, voilà. Et on là, y est. maintenant, Et là, on va maintenant, pouvoir, finalement, en tu vas somme, remplir tes bocaux. remplir nos bocaux. On Voilà. appelle des weck. Des pots weck. Parce que, hein, voilà, c'est ce que déjà nos grands-parents utilisaient. La marque n'a pas changé Non. finalement. Et alors, une fois que ton pot est rempli, bien entendu, tu vas le fermer. C'est toujours le même système de fermeture qu'on a connu dans le temps avec les fameux élastiques orange. Voilà, on va mettre Il n'y a le qu'une chose qui a joint. changé un petit peu, peut-être, ce sont les fermetures. Voilà, regarde, on va mettre le joint sur le couvercle. Oui, Voilà. bien, comme il de manière faut. bien Ça, hermétique. c'est pas toujours évident. Voilà. Voilà. Et alors, on le referme. On le remet comme ceci. Voilà. Et alors, on va mettre Mettre les 3 petites clips attaches. Voilà. juste pour le temps de la stérilisation. Alors justement, une fois que tous tes pots seront remplis, ils vont partir dans le stérilisateur, Oui. qui est en fait une grande casserole d'eau D'accord, chaude, oui, c'est ça? qui va faire bouillir en fait. Qui Voilà, va on amène à stériliser. ébullition. Voilà, par l'ébullition. On met ces wecks Oui, et tu Et vas on les laisser attend cuire pendant combien de temps? environ 30 minutes. Et au Il bout faut de que tout- ça bouille pendant 30 minutes. On va partir à froid Voilà. et puis on C'est laisse ça bouillir qui fait une la demi-heure. Voilà. stérilisation.
Une fois que c'est stérilisé, Cécile, on sort les pots et On les laisse refroidir. On laisse refroidir, on enlève les petites attaches et ils sont prêts à être conservés. Ils sont prêts à être conservés dans la cave, voilà. bien rangés Voilà. sur les étagères. Merci Cécile. On voit ici d'ailleurs quelques exemples. On voit les petits pois, on voit les framboises. Voilà, magnifique. Moi, j'ai envie de m'y mettre. Merci Cécile. On y va. Voilà, et bien c'est là-dessus qu'on va se quitter. On se retrouve bien entendu le mois prochain pour d'autres conseils au jardin et plein de choses, vous allez voir. D'ici là, surtout, n'hésitez pas à embellisser votre jardin. Au revoir et à bientôt.